Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle. Bienvenue dans Phénomène. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans cette aventure qu'est ce podcast Phénomène. Je suis enchantée de commencer cette aventure en votre compagnie et j'ai vraiment hâte de partager avec vous les explorations littéraires dans lesquelles va nous entraîner ce lieu d'échange. Alors, je m'appelle Adèle et à la base, je suis une passionnée de lecture. J'ai d'ailleurs créé en 2022 le compte Instagram Les Lunettes Dorées, où je partage mes lectures et ce qu'elles m'inspirent ou ce que j'en retiens. Pour vous présenter ce projet, je suis très heureuse d'être accompagnée de Déborah, qui est elle aussi une lectrice et qui elle aussi accorde une grande valeur aux livres. Et je trouvais l'idée en fait de commencer par ceux qui sont tout au bout de la chaîne du monde du livre intéressante, parce que c'est de là que je viens aussi tout simplement. Hello Déborah. Bonjour Adèle, contente d'échanger avec toi autour d'une passion commune, la lecture et la littérature. Est-ce que tu peux nous parler plus du concept de ce podcast? Alors, avec plaisir. Le concept en fait fondamental de ce podcast repose sur la perception du monde et de la société à travers le prisme de la littérature. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que l'objectif est d'explorer les différentes dimensions de la réalité humaine, les enjeux sociaux, politiques, culturels, voire même existentiels, en nous appuyant sur les projets et les œuvres littéraires, un peu comme un reflet de notre propre condition. Moi, je pense vraiment que la littérature, c'est un outil assez puissant qui permet de saisir en fait la complexité du monde qui nous entoure pour venir interroger nos valeurs, nos croyances et pour nourrir notre réflexion sur les grandes questions de notre époque. Et j'ai cette conviction en fait que lorsqu'on aborde les enjeux du monde via la littérature, on adopte une perspective qui va au-delà de la simple théorie, au-delà des données juste brutes. Elle nous permet d'explorer différentes nuances, contradictions et facettes de la réalité. Donc le fait de se plonger dans les histoires et les expériences des personnages, ça nous permet de nous immerger dans des contextes variés, de vivre des émotions complexes et de comprendre les motivations qui sous-tendent les actions des différents individus. Donc elle nous offre justement un espace de réflexion critique pour développer une compréhension plus profonde et plus empathique aussi des différentes perspectives et phénomènes, justement. C'est vrai et c'est très précieux. Et je trouve, en effet, dans ce que tu dis, c'est que la littérature, ça permet vraiment de dépasser notre angle de pensée unique avec Exactement. différents auteurs, différents styles de romans, des essais par exemple, ou différents styles littéraires tout simplement. Et ça nous permet simplement d'accéder à une certaine forme de liberté en fait. Et j'ai hâte d'en savoir un tout petit peu plus. Comment ça va se présenter ces podcasts? Qu'est-ce que tu vas nous concocter? Alors, en fait, moi, ce que je vous propose à toutes et tous, c'est qu'on se retrouve ici euh, un jeudi sur deux au départ. On verra comment ça évoluera, mais c'est l'objectif pour l'instant. Pour un épisode en fait principal qui durera entre 45 minutes et 1 heure, autour de thèmes spécifiques, avec à chaque fois un ou une invitée spéciale pour m'accompagner dans des échanges dont j'espère qu'ils m'apporteront et qu'ils vous apporteront des perspectives nouvelles, voire peut-être des réflexions inspirantes, sachant que je vous proposerai aussi entre deux épisodes parfois un contenu bonus allant de 5 à 15 minutes. Waouh, bon bah du coup c'est hyper rythmé, j'aime bien les surprises, j'aime bien les contenus bonus. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans cette aventure? C'est quoi l'origine, le point de départ? Alors, tu ne l'ignores pas parce qu'on participe toutes les deux au même club de lecture, Ouais. mais j'ai depuis longtemps une vraie passion en fait pour la littérature, pour la lecture. Et chaque livre que j'ouvre me transporte vraiment vers un univers différent et vers des idées et des expériences aussi qui vont au-delà de mon propre horizon. Et en fait, c'est ce que j'en attends en général.
Donc cette passion, elle n'est pas simplement en fait un passe-temps, elle est aussi une quête de sens, une exploration de l'humanité, de ma place dans le monde et de notre place en fait collectivement dans ce même monde. Donc j'avais ce besoin de contribuer, même à petite échelle, voire à très petite échelle, à la compréhension et en fait peut-être à la transformation de notre société. C'est comme ça que l'idée de créer ce podcast est venue. C'était une façon en fait naturelle de combiner et ma passion pour la lecture et mon envie d'agir d'une certaine façon et mon désir en fait de participer au dialogue et peut-être à des changements, aussi petits soient-ils au final. C'est génial et de ce que j'entends, c'est vraiment une manière pour toi de contribuer, d'avoir un impact, Mm, mm. même à petite échelle. Et en ça, ta passion de la lecture va nous aider. Et ce qui m'intrigue, en tout cas, j'aimerais bien revenir dessus, c'est pourquoi ce nom? Pourquoi tu as choisi ce nom, phénomène? Ça évoque quoi? Alors ça évoque beaucoup de choses. D'abord, en fait, c'était pas forcément facile à trouver. Ça, il faut l'avouer. Un nom, trouver le bon nom, le nom qui va correspondre au projet, me correspondre et refléter le podcast dans son ensemble, c'est pas forcément facile. Mais j'ai fini par trouver ce nom de phénomène qui, pour moi, reflète la vision et la mission du podcast. Donc, en fait, je vois trois dimensions principales. D'abord, en associant le mot phénomène à la littérature, je voulais mettre en lumière les tendances et les mouvements qui ont un impact sur nos sociétés. Mhm. J'aimais cette idée de voir la formule phénomène littéraire autrement, dans le sens où ces phénomènes ne sont pas forcément ceux qui ont un succès démesuré, mais plutôt ceux qui vont avoir une influence positive sur les lecteurs et les lectrices à travers les époques. Pour rester dans le cadre justement dans cette première dimension littérature, je voyais aussi l'idée de phénomène narratif qui met en avant la richesse et la diversité de l'expression littéraire. Cette diversité et cette expression qui nous offre parfois des expériences de lecture vraiment incroyables. J'ai en tête des maisons d'édition justement qui arrivent à proposer ça. Et du coup, tu nous donneras des noms de maisons d'édition qui, du coup, te permettent de voyager, Et ben avec plaisir. Justement, les fameux contenus bonus auront aussi ça pour objectif de parfois proposer en fonction des différents thèmes, en fonction des différents sujets, quelques textes précis. Voilà. Et j'aurai la chance d'explorer bientôt justement la question de de la narration différente, de la narration qui sort des sentiers battus, avec une invitée. Je fais un peu de teasing. Et donc la deuxième dimension que je voyais pour phénomène, c'était celle des phénomènes sociaux et contemporains, dont l'examen est loin d'être nouveau d'ailleurs dans la littérature. Ces phénomènes m'intéresseront bien sûr beaucoup et nous essaierons de faire un zoom sur les réalités de notre époque et de celles passées. Parce que justement, ce qui est magique avec la littérature, c'est qu'elle nous offre une vraie fenêtre sur notre société qui est en constante évolution. Voilà, elle peut apporter des points de repère pour faire pause et prendre un peu de recul. Et la troisième et dernière dimension, c'était celle des phénomènes personnels et des personnalités phénoménales qui évoquent voilà, des individus avec des histoires marquantes ou des personnalités inspirantes qui ont un impact sur leur entourage et voire même au-delà. Donc en mettant en lumière ces parcours, j'ai envie de proposer des récits qui célèbrent la diversité des expériences, certaines courageuses et audacieuses, et qui nous incitent en fait à réfléchir sur notre propre cheminement. Donc pour moi, c'est à travers ces trois dimensions que l'observabilité derrière le terme phénomène prend tout son sens. c'est vrai que quand on réfléchit à ce que veut dire le mot phénomène et qu'on revient à l'étymologie du mot phénomène, c'est vraiment ce qui est révélé, Mm. ce qui donne à voir, ce qui est rendu visible. C'est vraiment ça derrière qu'on cherche. Et ça donne aussi l'orientation. On parle de sens. Le sens, c'est la raison d'être, c'est aussi la direction de l'action, Mm. l'orientation. Et le sens, ça embarque aussi Mm. des notions de valeur. Et j'aimerais bien que tu nous parles aussi des valeurs qui sont rattachées à la littérature, à la lecture pour toi. Oui, alors en tout cas, alors je sais pas si on peut les y rattacher, mais forcément on est guidé dans nos lectures
par des choses qui nous drive au quotidien, donc par ces fameuses valeurs et ces fameux principes. Pour moi, justement, ces valeurs et ces principes, déjà, ils participent à me donner un cadre personnel auquel je tiens beaucoup au quotidien. Et il était important pour moi d'en poser aussi un pour ce podcast, parce que justement, ces valeurs, elles sont au cœur de ma démarche et elles guident mon engagement dans ce projet. Il y en a plein que je pourrais citer, mais je vais essayer d'en évoquer 4 seulement. Ok. D'abord, la première, c'est l'humilité. L'humilité, pour moi, c'est ce qui nous pousse à reconnaître que nos connaissances et nos croyances ne sont pas figées. Et elle nous invite aussi à nous améliorer sans cesse pour grandir, en fait, en tant qu'être humain. Il y a aussi la curiosité. La curiosité est un moteur, peut-être, doit être un moteur, je ne sais pas. Et elle nous incite à garder nos esprits ouverts. Alors, c'est pas un mauvais défaut, la curiosité, alors. Exactement, exactement. C'est quelque chose de très sain parce que ça nous invite à aller ailleurs et à voir différemment, à porter d'autres lunettes et à découvrir d'autres choses qui ne sont pas forcément voilà, dans le cadre qui nous entoure. Donc c'est plutôt bien. Je l'aime bien, moi. La troisième, je dirais que c'est l'intégrité. Pour moi, c'est vraiment une valeur fondamentale. Parce qu'en se référant à l'intégrité, on s'engage à agir de manière honnête, juste, transparente dans nos démarches. Donc ça signifie qu'on assume la responsabilité de nos paroles et de nos actes, en nous efforçant de toujours rester fidèles à nos convictions, à nos principes, même lorsque ça peut être difficile. Et le challenge, parfois, il est un peu là. Et voilà, quand ça commence à secouer un peu, en fait, voilà, il faut revenir à ces principes. Et la dernière, je dirais que c'est l'authenticité. Elle résonne vraiment beaucoup avec mon approche de ce podcast. L'authenticité, en fait, c'est rester fidèle à soi-même, sans chercher à adopter des façades artificielles. Ça implique d'être honnête quant à nos limites, nos imperfections, mais tout en reconnaissant quand même nos forces et ce qu'on peut accomplir. Donc pour moi, ces valeurs, elles ont pour objectif en tout cas, elles convergent vers un objectif qui me paraît important et qui est en rapport avec ce que j'évoquais juste avant, s'améliorer sans cesse, donc je dirais le progrès, qui est une quête en fait incessante vers cette fameuse amélioration de soi et de notre compréhension du monde, et vers aussi une conviction que cette littérature dont on parle peut avoir une influence positive sur les gens, sur la société, sur le monde. Voilà. Et peut quelque part modifier, quelque part, avoir un impact positif, modifier, Exactement. modeler. C'est mon espoir personnel qu'elle arrive à modifier des petites choses, mais petit à petit, on en fait des grandes. Donc, ouais. Donc en fait, là, on parle de lecture et on parlait du fameux club de lecture auquel on participait. Est-ce que tu te souviens, toi, Déborah, de tes premiers souvenirs liés à ça? Mes premiers souvenirs liés à la lecture, ils sont, ouais, ça remonte à loin. C'est un peu difficile pour moi. Je dirais qu'on arpentait la bibliothèque avec mes parents. On y allait peut-être une fois par semaine et on lisait et je lisais tout ce qui pouvait me passer sous la main, à la fois le rayon jeunesse, on va dire, mais également chez mes parents, tous les bouquins Mhm. qu'ils avaient. Donc bien sûr, j'ai lu des bouquins de mon âge et je lisais les albums de Martine et c'était magnifique parce qu'il y avait des très belles images et elle allait au zoo, elle allait au manège. Enfin bref, elle avait une vie parfaite. Elle vivait 1000 vies. Elle avait 1000 nuits, exactement. Et dans la même veine, il y avait les contes des mille et une nuits aussi, qui permettaient de voyager et c'était extraordinaire. Bref. Ouais. Mais je lisais aussi, j'ai aussi lu des bouquins qui étaient pas de mon âge, mais qui ont aussi façonné beaucoup ma manière d'être. Et j'ai beaucoup lu Kundera à l'époque, André Gide aussi, et Modiano. Quand t'étais jeune, Mais en fait, ce qui m'amusait là-dedans, incroyable. c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et tu peux parfaitement lire ça quand tu as 8-10 ans, tu comprends pas tout. Tu comprends des mots, tu comprends des suites de phrases, et tu les relis après. Et c'est en les relisant après ces bouquins-là que tu vois les sens, les J'adore. différents sens et les sens cachés. Et en fait, ça me permettait surtout d'apprendre un vocabulaire de fou. Mm. Et je crois que ça revient, ouais, c'est peut-être mes premiers. C'est un peu tout mêlé. Voilà. Mais c'est fou que cette lecture-là ait créé du lien entre toi et les livres.
Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent en avoir peur aussi, se dire ah ça c'est pas pour moi, c'est pas forcément accessible, c'est compliqué. Mais en fait non, Ouais. toi tu y allais Disons franco, qu'ils avaient tête des baissée. titres, disons qu'ils avaient des titres, enfin, ça avait des titres assez poétiques. Enfin, tu vois, quand t'as un bouquin entre les mains qui s'appelle La valse aux adieux ou La plaisanterie, tu penses que c'est un livre pour enfants. Enfin, il y a pas de. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, du coup, c'est quoi tes premiers souvenirs? T'arrives à te Mais rappeler de alors, ça? je les reconstitue en tout cas, je peux les Ouais. reconstituer. D'abord, moi parmi ces fameux premiers souvenirs, j'ai encore des photos de moi enfant qui me montrent assise, enfin debout pardon, sur le canapé, assise non, donc debout sur un canapé en train de réciter le petit chaperon rouge qui C'est semble-t-il, génial! ouais, que je connaissais par cœur, voilà. Donc je pense que ça a dû m'ouvrir les portes d'un certain univers. Et je sais que j'ai depuis toujours vraiment cette passion immodérée par la lecture. J'ai encore ces souvenirs de moi plongée dans un livre où le monde s'effaçait littéralement autour de moi. Et mes parents eux-mêmes se souviennent justement de ces nombreux voyages où ils devaient me déplacer d'un endroit à un autre, tellement j'étais immergée dans les histoires qui se déroulaient sous mes yeux. Et je sais aussi que après, quand j'étais un tout petit peu plus grande, eh bien, j'avais ce besoin en fait de noter les enseignements que je retirais Hmm. de mes lectures et je sais que je les écrivais, je les notais justement sur des fiches Bristol que je glissais après entre les pages des différents livres que je lisais. Donc voilà, il y en a plein C'est de dingue. souvenirs. Et ce rapport à la lecture, comment tu le définirais aujourd'hui? Ce rapport à la littérature, la lecture, c'est quoi? Tu Bonne l'entretiens? Comment question. tu... C'est une bonne question. Et en fait, alors moi je sais que cette passion pour la lecture, je te disais juste avant qu'elle est là depuis quand même quelques temps, elle n'a vraiment jamais cessé et elle m'a apporté énormément. Et ce serait difficile de décrire ça en quelques mots, mais je sais qu'aujourd'hui j'ai encore ce lien très fort, j'ai envie de dire indéfectible, à la lecture. Pour moi, lire, c'est un besoin, c'est une nécessité pour justement continuer à m'améliorer en tant que personne. On en a parlé tout à l'heure, cette fameuse amélioration de soi. Mes goûts peuvent parfois peut-être évoluer au fil du temps, Hmm. mais je sais que le fil directeur de mes lectures, depuis toujours, c'est le sens. Là aussi, on en a parlé, mais c'est ce qui permet de comprendre, de se comprendre Hmm. pour s'émanciper. Et cette émancipation, c'est un mot voilà, qui est important pour moi. J'y tiens beaucoup et je trouve que le livre, justement, a cette vertu que de permettre d'atteindre un tel objectif. Donc la littérature, elle joue un rôle vraiment essentiel dans mon développement personnel et elle est un guide constant. Voilà. C'est fort quand même comme mot, émancipation. Ouais, Tu dis, c'est un besoin, une nécessité, ça représente presque comme une nourriture en fait, hein. exactement. Et quand on te connaît un peu, on sait que tu lis beaucoup de manière quotidienne et tu lis beaucoup, tu dévores en fait, hein, les livres. Mm, mm. Oui, c'est vrai. C'est ce que je te disais, c'est vraiment un besoin en fait, c'est une nécessité. J'ai besoin de cet outil. En fait, si je devais l'illustrer, je dirais que c'est comme quelqu'un qui me prend la main en fait. Ça me permet de Hmm. Hmm. d'avancer, ça me permet de m'éclairer, ça me permet d'avancer. Ouais, je disais avancer, mais d'avancer sereinement en fait. Parce Hmm. que ça me permet de remettre en question. Tout à l'heure, on parlait des différentes valeurs, mais ça me permet de remettre en question, de voir autrement et de me dire, est-ce que la façon dont j'avance, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je pense est juste et bien et voilà, est équilibré, tient compte de différents paramètres? Ça m'apporte cette analyse. Voilà, donc c'est ce que je te disais, elle m'aide à remettre en question des perceptions, Hmm. des Hmm. croyances pour mieux comprendre ce fameux monde. Et en fait, elle permet de casser, je pense, des biais, de combler des lacunes, parce que on peut pas tout savoir, oui, on peut pas tout apprendre, mais on peut découvrir au fur et à mesure, challenger au fur et à mesure.
Je ne peux pas le dire autrement que par le fameux voir autrement, justement. Pour finir, je dirais que la littérature est bien plus qu'une simple source de divertissement. Et toi, Déborah, que t'apporte la lecture de ton côté? Malheureusement, j'ai plus le même rythme aussi effréné qu'avant. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt une évasion. Une évasion, c'est le petit un, et on va dire que le petit 2, c'est une compréhension du monde. C'est-à-dire que en ce moment, je suis beaucoup plus tournée sur la lecture d'essais. Et des essais qui sont des essais plutôt sur les sciences humaines, notre rapport aux politiques, notre rapport à la spiritualité, aux religions. Et c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est la question de la connaissance avec différents auteurs qui viennent vraiment d'horizons complètement différents, mais ça me permet en fait de me forger une opinion. C'est vraiment ça aujourd'hui que la lecture m'apporte. Et ensuite, je continue à lire bien sûr des romans, mais avec moins de temps. Mais ça apporte aussi un éclairage, pour le coup, la fiction apporte Ok. une vision différente voilà, que parfois les essais ne vont pas toucher, ne vont pas forcément en tout cas toucher du doigt. Je pense que ce sont des types de lecture plutôt complémentaires. Donc c'est bien que tu gardes les Tout deux. à fait. Et est-ce qu'il y a un auteur qui a joué un rôle particulier dans ta vie de lectrice? Alors je dirais pas forcément un auteur, mais un livre. Ok. Un livre qui est un apologue, c'est un tout petit livre, ça Mhm. fait 10 pages. Ça s'appelle Matin brun de Ah, Frank Pavlov. ouais. Et c'est un livre qui a Mm. une puissance de dingue. Et je t'entends sourire, je te Mhm. vois sourire. Et si c'est pas déjà fait, faut vraiment l'acheter. Ça Complètement. doit coûter 2 euros, je crois. Le prix est fixe. Et je l'offre de manière continue à tout le monde. Et ça parle en fait de cette, on va dire, d'une sorte de montée d'une pensée unique, un dialogue entre deux personnes, ou plutôt un monologue, et une pensée unique où tout est brun. Et au départ, ça touche les chats qui sont bruns, qu'il faut du coup exclure. Puis après, ça touche les chiens. Bon, c'est un peu plus grave parce que les chiens, on en a quand même. Les chats, on n'en avait pas. Et à la fin, en fait, c'est le narrateur qui va être touché. Et la morale qui est hyper puissante, c'est de dire, il y en a plusieurs bien sûr, mais c'est de dire aussi que, pour moi en tout cas, il faut pas attendre que quelque chose nous touche pour agir. Et je crois que ça a été le message très très fort de ce texte en fait. Eh ben, merci d'en laisser une trace ici. J'en suis Il est, très heureuse. c'est incroyable, c'est un livre incroyable. C'est Et vrai. toi, c'est quoi ton auteur phare? Alors même si je crois que je connais la réponse. Mais alors, par contre, le livre que tu viens d'évoquer, je pense que je l'ai en deux exemplaires, dans deux pièces différentes, mais je pense que je l'ai en Ah deux ouais. exemplaires pour le coup chez moi. Eh bien moi, effectivement, il y en a un qui a beaucoup influencé ma vision du monde. Et tous qui me connaissent savent de qui je vais parler. Pour moi, cet auteur, c'est Victor Hugo. Pour moi, c'est un auteur dont le travail, dans les réflexions, dépasse vraiment les époques et les frontières. Personnellement, la lecture de ses romans m'a ouvert les yeux sur énormément de choses, dont la complexité de l'âme humaine, parce que je pense qu'on peut dire Hmm, qu'elle est complexe, et aussi sûr. sur les luttes et les injustices de la société, mais aussi sur la beauté et la grandeur de la condition humaine, justement. C'est ce qu'il met en avant. Donc il a beaucoup élargi mes horizons, et ces livres m'ont énormément appris. Et il y en a un particulièrement que t'affectionnes ou toute l'œuvre? Alors, j'aime beaucoup de ces textes, mais le livre fondateur, c'était Les Misérables, que j'ai lu quand Ah, j'étais jeune waouh. et qui m'a emmenée dans des endroits voilà, Ouais. que je ne soupçonnais pas. Il m'a confrontée à des choses. En fait, ce que je retiens, c'était cette sensation de profondeur humaine. Ouais, Hmm. ça m'avait bouleversée. Ça a été courageuse de lire ça jeune, du coup, hein. Mais c'est un peu comme toi, avec, par exemple, Kundera. Je pense que je ne savais pas vraiment où j'allais. Il était là Ouais. et je suis allée dedans. Mhm. Et effectivement, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Victor Hugo m'a appris à voir au-delà des apparences, à croire en la force du courage, en la force de la compassion.
Et je pense aussi qu'il a aussi fait naître chez moi une forme d'intransigeance, je dirais, à l'égard des notions de justice Hmm. et de liberté. Et je pense que voilà, on parlait de valeurs. Mes valeurs se sont construites au fur et à mesure du temps, mais je pense qu'il a aussi indirectement participé à construire ça. Et de ton côté, est-ce que tu as en tête une lecture qui t'a marqué récemment? J'ai envie de parler de ce livre qui s'appelle Les Saisons de Maurice Ponce, qui est un livre Ah, que j'ai lu ouais. il y a quelques semaines. Tu l'as lu aussi, Mais je peut-être? crois qu'il vient de sortir en poche, non? Ah, peut-être. Je crois qu'il vient Ah de bah, sortir en poche. en tout cas, il n'était Aux pas en éditions poche Bourgoin. pendant. Il date des années fin des années 60 et c'est inénarrable. Franchement, c'est un bouquin prophétique. Ça suit le destin d'un. C'est un peu christique en fait comme, comme histoire. C'est très spécial, hors du temps, hors d'une géographie, et ça raconte en fait la quête d'un écrivain qui veut laisser au monde un ouvrage. Mm, Donc on ne peut pas encore une fois s'empêcher de penser au livre avec un grand L, mm, mais on ne le dit pas du tout mm, ça ne dit pas du tout ça. Ça laisse vraiment cours à l'imagination et ça s'appelle les saisons parce que les saisons sont très particulières. Il y a un vrai dérèglement climatique dans cet endroit. C'est assez fou. En fait, il faut le lire. J'arrive pas à le raconter. mm. Ah, mais Et il y a aussi un vocabulaire assez dingue. Les lecteurs, en fait, se reconnaissent tous entre eux parce que c'est pas une novlangue parce que tous les livres, tous les mots sont bien des mots qui existent, mm. qui sont bien dans le dictionnaire, mais dont on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser et de prononcer. Donc ça enrichit encore une fois cette besace de nuances et de synonymes et de mots, tout simplement. Donc ça serait ce bouquin. Mais c'est vrai que c'est un livre qui est déstabilisant. Je pense qu'on Ouais. peut dire ça. Et comment t'es arrivé vers les saisons? Parce que tu vois, c'est pour ça que je te disais, il est sorti en poche récemment, je pense, mais est-ce que c'est juste, tu l'as trouvé en poche sur les tables de librairie? Non, c'est un copain qui m'en a parlé et qui en fait D'accord. a vu l'interview d'une autrice marocaine qui racontait que son livre préféré était Les Saisons de Maurice Ponce. Et elle a écrit en fait un bouquin poche il y a quelques années qui s'appelle Plus riche que le roi, il me semble. Et elle expliquait qu'en fait c'était son bouquin préféré. Et ça m'a amené à ce livre ça m'a intriguée en fait. Et hâte, j'ai hâte d'avoir d'autres livres à lire. Et toi, du coup, t'aurais peut-être un livre, là, un dernier livre qui t'a marqué, que t'as envie de nous faire partager pour qu'on puisse. Si je devais effectivement en évoquer un, je dirais que c'est Bonavia de Dragan Velikic, qui est traduit du serbe par Maria Bejanovska, dans lequel en fait l'auteur nous présente les destins croisés de plusieurs personnages dans un contexte post-guerre de Yougoslavie. Donc en fait, dans ce roman, l'auteur nous montre l'empreinte du passé sur le présent, y compris à travers en fait les différentes générations. Donc c'est-à-dire que ce que peuvent vivre nos ascendants, eh bien peuvent nous marquer, même si on n'a pas vécu en fait ces mêmes choses. C'est terrible. Oui, mais ça montre justement à quel point il est difficile de se défaire de parfois de ses racines, de son histoire, de on continue à vivre avec et on porte en fait un certain fardeau, en tout cas on porte des traces, Hmm. certaines histoires avec souvent parfois un grand H aussi. On porte les traces d'une époque. J'ai beaucoup aimé ce roman de ce point de vue-là. Et c'est pas un texte qui se lit facilement parce que il est vraiment très profondément introspectif et il nécessite qu'on s'arrête fréquemment sur le fond, sur justement la profondeur des pensées, sentiments des personnages et aussi sur la chronologie parce que les époques peuvent s'enchaîner sans nécessaire transition préalable. Mais il en vaut la peine, il vaut le détour. Il est Hmm. dense et il est riche et j'ai été très séduite par la plume de l'auteur. C'est quasi biographique, du coup? Alors, je ne sais pas si c'est biographique, je pense que ça reste de la fiction. Mais par contre, là aussi, je vais teaser du coup, parce que j'ai quand même quelques épisodes et il y en a un en particulier auquel je tiens beaucoup. Et dans cet échange que j'ai eu avec cette personne à venir et à découvrir bientôt,
on parlait de cette question des guerres de Yougoslavie et des traces qu'elles ont laissées. Et justement, cette population-là, les Serbes, les Croates, etc., restent marqués Hmm. par ce qui a pu se passer. Donc, je ne sais pas si c'est autobiographique, mais il doit y avoir Hmm. aussi une part quand Hmm. même personnelle dans ce qui est écrit. Et sinon, Déborah, est-ce qu'il y a des styles de lecture que tu affectionnes particulièrement? Ouais, c'est vrai que j'adore les dystopies. J'adore ce rapport au monde, franchement, parce que ça me fait peur, ça m'effraie. Et Alors, parce il faut que... que tu en lises un. Je peux t'en Ah bah donner avec un. plaisir. Lequel? C'est un récit, enfin, c'est un livre qui a été publié récemment Ouais. aux éditions La Peuplade et qui s'appelle Avant de brûler, de Virginie de Champlain. Ok. C'est une histoire qui se déroule dans un contexte Hmm. post-apocalyptique dans lequel tu pourrais trouver ton bonheur. Waouh. Et ce qui est terrible dans les dystopies, c'est qu'en fait, ça se rapproche et ça Mm, se rapporte très très fortement au réel. Et quand, à certains égards, on a l'impression de vivre dans une dystopie, mm. je reviens juste sur l'exemple du Covid, où la première fois que j'ai repris le métro en 2020, j'ai eu vraiment l'impression d'être dans une dystopie, de vivre dans un autre, dans un monde dystopique. Bref. Non, mais c'est vrai parce qu'on a Et- été frappé par quelque chose d'inattendu. Donc, c'est ce qu'on retrouve Exactement. aussi dans la fiction. Tu sais, tout à l'heure, on parlait d'essai versus fiction. Ben justement, la Ouais. fiction, elle a ce pouvoir-là. Elle te transporte dans des endroits que tu ne vas pas forcément rencontrer avec les essais. Et les dystopies en est un bon exemple. Parce que ça te confronte à une situation qui n'existe pas, mais qui peut exister. Et ça te permet de te poser des questions saines pour peut-être agir sur ton présent en vue d'éviter un certain futur. En tout cas, Tout à fait. un futur dont on ne voudrait pas forcément. Tout à fait. Et est-ce que tu aurais un texte à recommander? Waouh, une dystopie spécifique. Ça tourne souvent autour de la condition des femmes, ou simplement autour de la condition, ou la manière dont certains groupes peuvent avoir une emprise sur d'autres groupes. C'est surtout ça dans les dystopies que j'aime bien explorer. D'accord. Et je pense à Margaret Atwood, Mhm. qui a été remise au goût du jour, entre guillemets, ou bien connue, en Mhm. tout cas en France et en Europe, avec La Servante écarlate et la série C'est vrai. Netflix, évidemment. Mhm. Et ce bouquin est juste, enfin, les bouquins sont juste dingues. Je pense aussi à Orwell, Mhm. La ferme des animaux, qui est incroyable, et tout le reste. Et à Bout à laine sans sale également, pour 2084, qui est un Mhm. livre que j'ai lu il y a quelques années, qu'il faut relire aussi. Voilà, pour les Ok. dystopies, Marc. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Il n'y a que ça, en fait. Ah, c'est sûr, mais il y en a, enfin, je sais pas, parce que c'était pas forcément un genre que je lisais beaucoup avant, mais j'ai l'impression qu'il y en a aussi de plus en plus. Ouais, Peut-être ouais. du fait de la condition de notre monde, justement, qui peut, voilà, qui est à risque. Qui est à risque. Et toi, de ton côté, il y a un style de lecture, de roman, un style littéraire que t'aimes le plus ou Alors, de manière générale, je dirais que j'aime beaucoup de choses. J'aime tout, justement, j'ai envie de garder cette ouverture-là, de me dire que j'ai la possibilité d'aller vers des livres vers lesquels je n'irai pas forcément de prime abord, justement pour continuer à m'emmener dans ces fameux endroits dont on parlait, ces endroits inattendus. Donc non, justement, on parlait de curiosité, et bien voilà, ça s'applique. Donc j'aime beaucoup de choses. En fait, j'aime les livres qui m'apprennent quelque chose et qui me hmm, permettent de comprendre. Là, on parlait d'époque, mais l'histoire avec un grand H et donc le passé. euh, de mieux appréhender le monde d'aujourd'hui, donc avec le présent, pour voilà, dans l'espoir qu'on a évoqué aussi, mais de construire peut-être un futur qui soit meilleur et qui tienne vraiment compte. Tenons compte, s'il vous plaît, des erreurs voilà, qu'on a pu faire, des œillères qu'on a pu se mettre. Apprenons pour avancer. Et sinon, je dirais que je suis aussi inspirée par les livres qui vont au-delà de l'expression artistique. C'est pas forcément toujours ce que je recherche, c'est pas forcément le style en fait, mais hmm. la réflexion, voir l'action que ça peut provoquer. Voilà. On le disait tout à l'heure, mais j'ai vraiment cette conviction que les livres peuvent être des outils puissants pour sensibiliser, mobiliser et inspirer un changement. C'est ce qu'on a d'ailleurs pu rencontrer à travers
le fameux Les filles d'Egali de Gerd Waouh! Brantenberg. Tu veux nous raconter, tu veux peut-être nous donner, dire deux mots sur ce bouquin qui est un livre, qui est une belle découverte de ce club de lecture? Mm. Alors c'est un livre effectivement incroyable parce alors c'est un livre qui a été publié dans sa langue originale il y a plutôt longtemps, dans les années 70, et qui a été traduit en anglais assez rapidement, mais pas forcément en français. Donc les éditions Zulma nous ont proposé une traduction en français assez récemment. Et heureusement, merci, parce que c'est un livre qui nous montre des choses qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Donc on est dans un matriarcat, Hmm. donc une situation complètement inversée, avec une langue inversée, où c'est plus le masculin qui l'emporte sur le féminin. C'est utopique ou dystopique? C'est le débat qu'on avait. Et bien justement, c'est ça qui est juste fou avec ce livre, c'est que la question reste ouverte. C'est peut-être ni l'un ni l'autre en fait, c'est juste une façon de, de nous dire attention, parce que si les Hmm. choses étaient différentes, comment le vivriez-vous? Hmm. Hmm. Et c'est en ce Hmm. sens que c'est sainement déstabilisant. Voilà, Les filles d'Egali. exactement. Donc voilà, en lisant ces ouvrages, moi j'ai vraiment un sentiment un sentiment sain. Euh, il revient souvent ce terme sain, mais voilà, de responsabilité et d'urgence aussi à contribuer à un monde meilleur. Donc si je dois conclure et, et le dire en quelques mots, je dirais que mes lectures sont guidées par plein de critères différents. Mais ce qui m'intéresse, in fine, c'est le sens et l'intention derrière chaque œuvre et chaque projet. C'est passionnant en tout cas. Mhm. Et bientôt le lancement des premiers épisodes. Alors, qu'est-ce qui Oui. va les caractériser? Quel thème tu vas aborder? Tu parlais des critères et des éléments que tu affectionnes particulièrement. Qu'est-ce qui va caractériser ces prochains podcasts? Tu nous dis deux, trois mots? Ouais, alors c'est une aventure, c'est vrai, assez incroyable, qui m'apporte beaucoup déjà. J'ai des échanges qui me nourrissent, très sincèrement. Euh, Ce qui va guider chacun des épisodes, c'est la sélection d'un thème qui, à mes yeux, va ensuite évoquer un livre ou une personnalité littéraire, que ce soit un éditeur, une maison d'édition, un traducteur, etc. Donc ce choix me permettra justement d'explorer en profondeur le sujet abordé. Et pour le petit teaser, vu que tu m'en demandes, parmi les thèmes à venir, il y aura celui de l'écologie, celui de l'Europe, parce qu'on est quand même dans une année où il se passe quelque chose, justement, à ce niveau Ça rend le 9 européen. juin. Mhm. Il y aura aussi celui de la promotion littéraire, par exemple. Et bien d'autres dont je ne vais pas forcément vous parler en détail là, dans le cadre de cet épisode 10.0, mais en tout cas dont je peux d'ores et déjà vous dire que je les ai trouvés vraiment très éclairants et franchement inspirants. Voilà, donc j'ai hâte. Merci Adèle, génial. Un mot de fin? Alors à vous auditeurs et auditrices, j'ai envie de dire que je suis heureuse que cette aventure démarre parce qu'elle démarre maintenant. Et elle sera d'autant plus précieuse à vos côtés. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le compte phénomène underscore le podcast. Je serai ravie vraiment d'y recueillir vos réflexions, vos suggestions et vos questions. Donc n'hésitez vraiment pas à m'écrire. Et si jamais vous souhaitez approfondir certains sujets qui vous tiennent à cœur ou qui vous intriguent davantage, vous pouvez aussi m'écrire par email à phénomène.lepodcast@gmail.com. Vos idées et vos réflexions sont précieuses pour façonner le contenu futur de ce podcast. Donc je tiens à vous exprimer d'ores et déjà ma gratitude pour votre écoute et votre soutien. Merci infiniment, Déborah. Merci à toi Adèle. Hâte de t'écouter. Merci à toutes et à tous et à très vite pour de nouvelles aventures.